Bonjour, cette semaine nous apprendrons à utiliser les colliders pour détecter les collisions et déclencher un event. J'en profiterai aussi pour vous montrer comment structurer votre projet, puisqu'on commencera à accumuler beaucoup d'éléments sur notre scène. Première chose pour cette semaine, on veut pouvoir faire évoluer notre personnage tout au long du jeu. Pour ce faire, il y aura des éléments à collecter sur le terrain, des upgrades, qui pourront modifier les paramètres de notre personnage pour le rendre plus puissant. Deuxième chose, comme dit précédemment, notre projet deviendra de plus en plus complexe. Il sera important de maintenir l'ordre dans notre fenêtre Hierarchy pour s'y retrouver facilement. Ainsi, la tâche que vous devrez accomplir à la suite du visionnement de cette vidéo est la suivante. Créer 3 éléments de jeu upgrades qui pourront être récoltés pour changer les propriétés du joueur. Ces upgrades devront apparaître dans un empty-object nommé _dynamic. Première chose avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous comprenez bien comment on accède aux objets sur la scène et à leurs components à partir du code. Depuis le début de notre apprentissage de la programmation C#, pour écrire nos scripts Unity, nous avons utilisé ce qu'on appelle la dot notation. Voici un exemple de cette notation en points. Celle-ci consiste à écrire le nom de la classe, suivi d'un point, suivi de la méthode à appeler, ou de la propriété à accéder, suivi encore d'un point, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'élément désiré. Dans cet exemple, la méthode find nécessite un argument de type string, qui correspond au nom de l'objet à trouver sur la scène. Toute cette première partie de cette longue instruction permet d'accéder à un objet. Une fois qu'on a repéré l'objet, on peut continuer en ajoutant un point, pour appeler une méthode, ou accéder à une propriété de l'objet. Ici, la méthode getComponent est appelée et l'argument upgradeSpawning est envoyé. Cette méthode, comme son nom l'indique, permet d'aller chercher un component attaché à l'objet sélectionné grâce à la première partie de l'instruction. Comme vous le verrez plus tard dans une prochaine vidéo, upgradeSpawning est un C# script attaché à l'objet GameManager. Avec cette deuxième partie de l'instruction, on accède donc au component upgradeSpawning, dans lequel se trouve la propriété upgrades, qui est un tableau de valeurs. Pour finir avec cette longue instruction, on reconnaît que l'élément 0 du tableau upgrade est sélectionné, d'où le 0 écrit entre les deux crochets. Bien entendu, l'instruction se termine avec un point virgule. Reprenons le même exemple, mais en illustrant les différents éléments présents sur notre scène. Dans la fenêtre Hierarchy, nous verrons comment s'organiser pour faciliter notre travail. Voici les différents objets qui s'y trouveront. Game Manager, votre first-person player, réalisé il y a 2 semaines. UI, qui contiendra les éléments de l'interface utilisateur, comme la barre de vie, le minimap, les éléments de texte affichés pendant le jeu et autres. Directional Light, le soleil de votre scène, terrain, qui contiendra tous les éléments du terrain, et _dynamic, dans lequel toutes les instances créées en cours de jeu seront déposées. Si on écrit l'instruction suivante, qui correspond à la première partie de l'instruction vue sur la dernière diapo, on sélectionne l'objet GameManager, présent sur notre scène. En écrivant la deuxième partie de l'instruction de tout à l'heure, on devrait avoir accès au component upgradeSpawning, puis à l'élément 0 de notre tableau upgrades. Toutefois, une erreur survient. Malgré une bonne syntaxe, l'utilisation de ce tronçon d'instruction n'est pas autorisée dans n'importe quel contexte. Unity ne nous permet pas de simplement accéder à l'élément de notre component sans l'utiliser. On doit par exemple l'utiliser pour définir un objet de même type. Dans ce cas-ci, un objet de type GameObject. Mais qu'arrive-t-il si l'objet qu'on tente de sélectionner n'existe pas ou n'est pas présent sur notre scène, ou encore que l'objet sélectionné ne possède pas le component qu'on tente d'accéder? Un message d'erreur s'affichera dans la console pour nous dire qu'on se réfère à un objet n'ayant aucune instance, c'est-à-dire n'ayant aucune copie, aucune représentation de lui-même sur la scène. Pour éviter ce message d'erreur, on vérifiera si l'objet est présent sur la scène. On vérifiera également si le component qu'on cherche à sélectionner se trouve bien sur l'objet en question. Cette vérification se fait avant la méthode start ou awake, avant même qu'on appuie sur play. C'est la méthode onValidate qui, appelée dès que le script est téléchargé dans Unity, va nous permettre d'éviter une erreur pendant que le jeu s'exécute. L'erreur sera décelée avant l'exécution du jeu, et selon ce qu'on écrira comme instruction dans cette méthode, on pourra avoir plus d'informations sur l'erreur et comment la régler. Cette façon d'aller au-devant des erreurs permet de gagner beaucoup de temps. En effet, si on n'utilise pas cette méthode, les erreurs pourraient ne jamais être perçues lors de nos tests. Un exemple bien simple dans lequel la méthode onValidate peut être utile. Chaque fois que je tire, je suis supposé avoir une explosion capable. L'explosion est définie dans le script de ma banane ici. Si je le supprime, instantanément, on a un message d'erreur qui me dit qu'il n'y a pas d'explosion pour banane. Ce qui fait que j'ai pas à faire play et tirer pour me rendre compte que là, il y a une erreur. Par exemple, dans mon test, j'aurais pu ne jamais tirer et jamais me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Le fait d'avoir ce genre de message d'erreur qui apparaît aussitôt que je supprime explosion, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il n'y a pas d'explosion dans banane. Ça ne me met pas une erreur pendant que le jeu tourne, ça me met une erreur pendant que je suis en mode édition. Je peux rapidement corriger cette erreur en remettant l'explosion pour que quand je fais play, l'explosion apparaisse. Une dernière fois, on reprend l'instruction pour voir le chemin qu'elle nous permet de faire dans Unity. GameObject.find GameManager nous permet d'accéder à l'objet GameManager. Le point nous permet de continuer notre instruction pour accéder à une propriété de cet objet. Dans ce cas-ci, il s'agit du component upgradeSpawning. Avec le prochain point, on accède à une propriété de upgradeSpawning, la propriété upgrades. Finalement, on accède au premier élément du tableau upgrades, soit le prefab weapon upgrade. Chaque point nous aura permis d'accéder à une propriété ou d'utiliser une méthode inclue dans l'objet sélectionné. Remarquez que le premier point, celui qui suit GameObject, nous aura permis d'appeler la méthode find, qui elle, fait partie de la classe GameObject. Maintenant, on va apprendre à détecter une collision entre deux objets,
On va apprendre aussi à modifier certains paramètres de notre personnage lorsqu'on entre en contact avec certains objets. Voici un plan de ce qui compose votre first-person player. Sur la scène, il y aura des éléments à collecter pour améliorer notre personnage. Ces éléments sont ce que j'appellerais en bon français des upgrades. Pour collectionner ces upgrades, nous devrons ajouter un C# script à notre first-person player pour détecter les collisions avec d'autres objets. On l'appellera Collision Detection. Une fois l'upgrade collecté, une ou des propriétés de notre personnage devront être modifiées. Ces propriétés seront consignées dans le C# script Player Info ou simplement des propriétés de notre script Player Movement. Maintenant, voici un plan des autres éléments qui seront présents sur notre scène. Sachez que nous avons déjà implémenté un système de détection de collision. Il s'agit de la collision entre le sol et la base de notre personnage. Cette collision employait une méthode différente. On ajoutait un objet appelé GroundCheck au bas de notre personnage. Ce GroundCheck servait à définir un paramètre du script Player Movement. La variable de même nom, GroundCheck, détenait l'information sur la localisation de la base, donc des pieds de notre personnage. À l'aide d'une variable de type LayerMask, on établissait les éléments du terrain qui allaient être considérés comme étant le sol et nous permettant de sauter si GroundCheck en était en contact. La technique employée pour détecter la collision de notre personnage avec d'autres objets sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, notez que ces objets avec lesquels notre personnage interagira seront pour la plupart instanciés pendant le déroulement du jeu. Ils seront donc ajoutés à l'EmptyObject _dynamic. Pour détecter la collision en deux objets, il est nécessaire que chaque objet ait un collider. Cette technique plus simple que nous allons voir utilise le Component Character Controller de notre personnage. Celui-ci comprend son propre collider, dont le rayon et la hauteur ont été ajustés depuis sa création. La ligne verte que vous voyez à travers le cylindre rouge et à sa surface représente le collider de notre personnage. L'autre objet ici, un prefab nommé Speed Upgrade, devra également avoir un collider. Peu importe la forme du collider, celui-ci peut être de la forme d'une capsule, d'un prisme rectangulaire, un box collider, d'une sphère ou encore d'une forme plus complexe liée au modèle 3D de cet objet, soit un mesh collider. Dans l'exemple présenté, le collider est une sphère de rayon 0.4. Avec ce prefab, une première possibilité pour détecter la collision avec notre personnage serait d'ajouter l'event OnCollisionEnter à un script attaché à l'objet, ici le script Upgrade. Le paramètre Collision de cet event fait allusion à l'objet qui rentrera en contact avec le prefab Speed Upgrade. Dans la situation qui nous intéresse, il s'agira de notre personnage. Par contre, ce n'est pas cette technique que nous allons préconiser et je vous expliquerai pourquoi bientôt. Pour notre jeu, on va préférer, comme je vous l'ai dit plus tôt, créer et ajouter le script Collision Detection à notre FPS Player. On utilisera plutôt l'event OnControllerCollider puisque notre FPS Player détient un Controller Collider plutôt que les autres types de colliders présentés plus tôt, et c'est dû à son Component Character Controller. Avec l'event OnControllerCollider Hit, on utilisera le paramètre Hit qui détiendra les informations concernant l'objet avec lequel notre Controller Collider sera entré en contact, c'est-à-dire le Speed Upgrade qu'on voit ici à l'écran. Vous devez savoir que pour résoudre le problème de collecte d'upgrade, on peut décider de détecter la collision grâce à ces deux techniques, en employant les events OnControllerCollider Hit ou OnCollisionEnter, selon si on écrit l'event dans le script d'un objet ayant un Controller Collider ou dans le script d'un objet ayant un des autres types de collider. Comme je l'ai déjà dit, on utilisera la technique avec OnControllerCollider Hit. La raison est la suivante. Comme nous voudrons modifier les propriétés de notre personnage à chaque fois qu'on collectera un upgrade, il sera plus facile que notre code de détection de collision se trouve sur l'objet à modifier en cas de collision, donc notre personnage. Ainsi, comme le code de détection Collision Detection sera attaché au GameObject First-Person Player, on n'aura qu'à utiliser directement la méthode getComponent pour accéder aux propriétés à modifier. Voici à quoi ressemblera le code que je vous présenterai plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. L'event enregistre les informations de l'objet avec lequel on entre en contact dans le paramètre Hit. Chaque fois qu'on entre en contact avec un objet, Hit reçoit les informations de cet objet. On vérifie si l'objet en question possède le component Upgrade. S'il n'a pas le component, c'est qu'il ne s'agit pas d'un upgrade, donc on fera rien. S'il possède le component nommé Upgrade, c'est qu'il s'agit bien d'un prefab upgrade, parce qu'on assignera ce component uniquement à nos prefab upgrades, Speed Upgrade, Stamina Upgrade et autres. Avec cette ligne de code, on enregistre les informations du Component Upgrade dans un objet de la classe Upgrade. Notez que lorsqu'on crée un script, le mot class devant le nom de notre script indique qu'on crée une classe utilisable dans Unity, et le nom de notre script correspond au nom de la classe qu'on crée. Debug.log permet d'afficher un message à la console dans Unity. Ici, on affichera la valeur du paramètre IDName. On utilisera ensuite un switch case avec le paramètre IDNumber pour déterminer l'action à entreprendre selon l'upgrade récolté. Par exemple, l'upgrade avec le IDNumber de 3 fera en sorte de multiplier le jump height par 1.1. Dans un nouveau projet ou un ancien projet, vous allez importer le paquet que j'ai appelé Assets. Dans Assets, on clique droit, on fait Import Package, Custom Package, et on va chercher le package que j'ai appelé SCROB Achat Assets. On fait Open et ensuite on va pouvoir faire Import. Je l'ai déjà ici, dans lequel vous avez une ville. On peut aller chercher la scène, démo. En ouvrant la scène, vous allez avoir tous les éléments ici d'une ville déjà placée. Vous pouvez sinon aller dans les prefabs, donc de ce dossier Cartoon Low Poly City,
On a les prefab, tous les buildings ici qu'on peut aller chercher, insérer aux endroits de notre choix. Vous pouvez également aller chercher des autos, des éléments de la nature. C'est donc possible de monter rapidement sa scène. Sinon, faites comme moi, prenez juste le démo. Beaucoup plus simple. En important la scène, vous allez avoir ça ici, on voit à travers le building, c'est dû à la caméra du First Person Player. C'est que j'avais fait des modifications, j'avais ajouté dans la scène mon First Person Player. Mais je vous ai pas donné les scripts déjà tout fait. Donc vous allez pas être capable d'avoir ce que j'ai ici, Player Info, Player Movement, Collision Detection. Donc sans ces scripts, tout ça ici risque d'être vide. Donc le Game Object First Person Player, vous n'aurez pas le choix de le supprimer et d'utiliser votre propre First Person Player que vous avez créé dans un autre projet. La première chose qu'on va faire une fois qu'on va ouvrir la scène, c'est on va enregistrer cette scène-là sous un autre nom. Faut pas faire la même erreur que moi. Enregistrer par-dessus ici. Une chose que vous allez avoir à faire, c'est aller dans Achat, Cartoon Low Poly, Modèle, et vérifier dans un de ces dossiers, en sélectionnant un modèle, s'il est bien Read Write Enable. Si c'est pas Enable, il va y avoir un problème et un message d'erreur va apparaître. Voici le genre d'erreur et vous pourriez en avoir beaucoup de messages d'erreur qui apparaissent comme ça si jamais tous les éléments, tous les modèles ne sont pas en Read Write Enable. Donc là, j'ai fait exprès d'en désélectionner un. Mais sinon, ce qu'on doit faire, c'est aller dans la fenêtre Project, dans le dossier modèle, et aller sélectionner tous les modèles, puis les mettre Read Write Enable, et faire Apply. Ça devrait déjà être fait, mais si ce n'est pas le cas, juste venir faire ça ici. Vous avez un dossier caméra. Ici, j'avais supprimé toutes les caméras parce que vous allez utiliser celle de votre personnage. Donc, dans un dossier prefab que vous devriez avoir, pas celui-là, mais le vôtre, vous avez tous vos objets que vous êtes supposés enregistrer sous forme de prefab. Quand j'insère mon First Person Player sur la scène, ça me dit un message d'erreur dans mon cas à moi parce que j'ai dans mes codes, ici, si j'ouvre mon First Person Player et je regarde dans l'inspecteur, dans mon code Collision Detection, j'ai une méthode qu'on appelle onValidate et qui vérifie que j'ai bien les éléments qui sont présents sur ma scène. Si c'est pas présent, ça va m'envoyer un message pour me dire c'est quoi le problème. Ça fait allusion à un Game Manager qui est un empty object sur ma scène que je n'ai pas pour l'instant. Donc vous allez vous créer un empty object que vous allez appeler Game Manager. On va placer tout au haut de notre hiérarchie. Mon Game Manager va avoir certains scripts. Pour l'instant, on le laisse vide comme c'est là. Une chose qui devrait différer de votre First Person Player, c'est que vous n'avez pas la banane comme j'ai, et vous n'avez pas non plus Player Info, ainsi que Collision Detection. Collision Detection, c'est ce qu'on va faire dans la capsule d'aujourd'hui. Dans votre First Person Player, vous n'avez probablement pas Minimap Caméra et Player Icon qui permettent d'avoir une petite map ici que j'ai enlevée pour les besoins de cette capsule. Dans le dossier achat, je vous invite à naviguer à travers les dossiers pour voir ce qui vous est proposé. Souvent, quand on achète un asset, il y a un dossier scène dans lequel on peut ouvrir une scène. Par exemple, je vais sauvegarder cette scène, je vais ouvrir le démo. Et ce démo me montre une maison déjà montée dans laquelle je pourrais naviguer avec mon personnage. Je pourrais également modifier les éléments de cette scène. On voit apparaître le message d'erreur dont je vous parlais, qui est en lien avec les mèches. Ils nous disent ici qu'il faut qu'il soit indiqué comme étant readable, lisible. Pour ce faire, on va dans Project. Dans le dossier modèle, tantôt on l'a fait pour Cartoon Low Poly City. Ici, on va le faire pour l'autre. Et dans chacun des dossiers, on va sélectionner tous les modèles en gardant notre doigt sur Shift. Et on va les mettre comme étant Read Enable. Et on va apply les changements. Dans ce cas-ci, on a vraiment juste BG Mesh qui n'a pas été modifié. Donc dans Projet, si je fais BG, on voit apparaître les différents BG. Donc j'ai un BG ici. Alors celui-là n'était pas Read Write Enable. Alors je vais le faire. Et je vais aller Apply les changements. Le message d'erreur ne disparaît pas tout seul. Il faut que je fasse Clear. Il ne devrait pas réapparaître. Alors vous auriez une maison comme ça, facilement utilisable. On peut faire la même chose avec les autres dossiers. Donc dans Achat, vous avez également des prefabs qui peuvent être intéressants.
Vous n'avez qu'à aller dans les dossiers, cliquer, les amener sur l'écran pour voir un aperçu de ce que ça donne. Je vous laisse vous amuser là-dedans. On va revenir avec notre autre scène. À l'intérieur de cette scène, on va chercher à avoir le modèle que je vous ai montré plus tôt. Pour l'instant, le UI, on s'en préoccupera pas. Mais je vais l'insérer moi sur ma scène. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait pour avoir ce genre d'éléments. Le dossier caméra ici, je vais pouvoir le supprimer parce que la seule caméra que j'utilise pour l'instant se trouve dans mon First Person Player. Tous les éléments de mon jeu, je vais les installer dans un autre empty object que je vais appeler terrain. De cette façon, on se retrouve avec un hierarchy qui est beaucoup plus intéressant, facile à naviguer. On va ensuite créer un empty object que je vais appeler barre en bas dynamic. Et c'est dans ce empty object que je vais faire apparaître tous les éléments qui doivent apparaître sur ma scène. Donc les ennemis, les power-ups, upgrades, les ressources et autres. Même les explosions, si on fait apparaître une explosion, on va la faire apparaître dans dynamic. Je peux mettre sa position à 0. Le terrain, même chose. Mon personnage. Et voilà pour commencer. Maintenant, vous allez aller dans Achat. Et dans Polygon Arsenal, vous avez les prefab, Interactive, vous avez les power-ups. On peut utiliser des icônes comme ceci qu'on peut faire apparaître sur notre terrain. Ou on peut aussi utiliser les orbs, qui sont en fait simplement des boules lumineuses animées. Vous pouvez prendre n'importe quel prefab qui vous intéresse pour créer des objets qu'on peut venir récupérer. Peu importe le prefab que vous utilisez, ce qui est important de faire, c'est de lui rajouter un collider. Dans l'exemple que je vous ai montré sur le PowerPoint, j'avais utilisé un Sphere Collider. On peut choisir son rayon. Si vous préférez, si on utilise par exemple cette flamme, et on aimerait avoir une zone plus grande de collision, je pourrais ajouter Capsule Collider. Remarquez que ce prefab, si on regarde sa flèche ici bleue, représente son vecteur pointe vers l'axe des Z. Et là, on a une direction de la capsule qui est pour les Y. Donc si j'augmente cette valeur, et je veux que la capsule soit verticale, alors je vais venir modifier ici la direction pour l'axe des Z, parce que dans ce cas-ci, on voit le vecteur qui est bleu se retrouve vertical. Et je peux modifier la hauteur ainsi que le rayon. On peut également modifier la position du collider pour qu'il soit décalé ou qu'il soit aligné. Et là, attention, encore une fois, ici c'est Y. Alors c'est dans le cas de cet objet, ça va être les Z qui vont devoir être modifiés pour faire monter ou descendre la capsule. Quand on fait des modifications, vous pouvez appliquer les modifications dans Overrides Apply All. Si vous le faites, ça va enregistrer les modifications même dans le dossier original. C'est de venir clic droit, Unpack Prefab. Je peux plus faire le Override parce que c'est plus un prefab. Alors la modification que j'ai faite, elle a été faite sur un seul élément et c'est l'élément qui est sur ma scène. Ensuite, une fois que j'aurai Fire Big Green modifié selon mes besoins, je vais aller dans mon dossier Prefab et je vais venir cliquer glisser cet objet à l'intérieur de mes prefab pour me créer un nouveau prefab qui est maintenant différent de l'original que je vous ai donné. Ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir ramasser les objets. Donc pour ça, on va se créer un script. Vous allez pouvoir créer un nouveau C# script que vous allez appeler Collision Detection. Je rajoute X pour exemple, étant donné que j'ai déjà ce code qui a été fait pour mon projet. Vous ouvrez ce code. On n'aura pas besoin de la méthode update ni de la méthode start. On va plutôt utiliser la méthode onController collider it. Et là, j'ai même pas besoin de compléter, juste besoin d'appuyer sur la touche Tab une fois que le texte apparaît et tout ça s'écrit tout seul. On vérifie si mon character controller entre en collision avec un objet. It va enregistrer les informations de l'objet qui est rentré en collision avec nous. Pour qu'un objet rentre en collision avec nous, il faut qu'il y ait un collider. Dans le cas de notre Fire Big Green ici, j'ai rajouté Capsule Collider. Health ici, j'ai rajouté un Sphere Collider. Donc les deux peuvent être ramassés par mon First Person Player. La première chose qu'on va faire, c'est afficher avec debug.log le nom de notre objet. Donc si on regarde dans le jeu,
Je viens de mettre à jour mon prefab, donc qui est rendu avec le code Collision Detection X. Si je fais play, quand je vais rentrer en collision avec l'objet, son nom va apparaître sur la console. Là, je fais exprès, je saute, je suis sur le feu. Quand on regarde dans la console, j'affiche le nom de l'objet avec lequel je suis en contact. Fire Big Green. Là, on a vu ça fonctionne, on est capable de rentrer en contact avec notre objet. Ce qu'on va faire, c'est de venir faire Destroy. On va enlever l'objet avec lequel on est rentré en contact. Ça va poser un petit problème quand je vais faire play, je ne sais pas si vous devinez c'est lequel, mais dès que je vais rentrer en contact avec un objet, peu importe lequel, il va le faire disparaître. Regardons ce que ça va faire. Regardons ici. Oh. J'ai fait disparaître le sol sous mes pieds. Donc là, il faut faire un espèce de filtre avec quel type d'objet on est rentré en contact. Ici, on est rentré en contact avec le sol, il est disparu, mais on aimerait que seulement certains types d'objets, là je pourrais dire les objets qui ont un code que j'appellerais upgrade. Donc maintenant, on est rendu au point où mes objets Fire Big Green puis Power Up Icon Health, je pourrais leur ajouter un component que je vais appeler Upgrade X. Je vais ouvrir ce code. Dans ce code Upgrade X, on va enregistrer quelques informations par rapport à notre upgrade. Par exemple, on pourrait rentrer ici des informations concernant son nom. Donc, je pourrais dire que cet objet a un certain nom, que je pourrais appeler ID name. Et cet upgrade-là, c'est le Health Upgrade, par exemple. Je pourrais supprimer tout le reste, uniquement cette information pour l'Upgrade X. Je sauvegarde. Et ce code Upgrade X, oui, là, je l'ai appelé ici l'ID name, j'ai appelé Health Upgrade. Si on veut que le Fire Big Green soit aussi considéré comme un upgrade, je pourrais ajouter ce même code, mais venir modifier la valeur ici du nom. Au lieu de l'appeler Health Upgrade, je pourrais l'appeler Mega Boost. Dans ma fonction de mon First Person Player, qui est le Collision Detection X, ce qu'on va faire donc, c'est qu'avant de détruire l'objet et avant d'afficher le nom, on va s'assurer que cet objet a bien le component Upgrade X d'attacher dessus. Donc on reprend it, GameObject, on va aller accéder au component grâce à getComponent, on va aller chercher le code Upgrade X. Tout ce qui va être à l'intérieur des accolades va se faire uniquement si l'objet en question, si l'objet avec lequel on rentre en collision, a un Upgrade X comme component. Et ce component qui s'appelle Upgrade X, c'est notre classe Upgrade X qu'on a créé plus tôt. S'il n'y a pas de Upgrade X, si notre objet n'en a pas comme par exemple le sol sur lequel notre personnage se déplace, cette valeur-là ici, qui est retournée par it.gameObject.getComponent Upgrade X, va être null, null, N-U-L-L. Si la valeur est null, ça veut dire qu'on n'a rien, on n'a pas d'information de ce type. Et si on n'a pas d'information de ce type, le if va voir cette valeur-là comme étant fausse. Et si c'est faux, il ne va pas venir exécuter ce qui est en dessous. On va sauvegarder, voir ce que ça donne. Maintenant, mon sol ne disparaît plus parce qu'il n'a pas de component UpgradeX. Et si je viens en contact avec celui-ci, hop, Fire Big Green est disparu. Et on peut voir, le nom est affiché, Fire Big Green. Si je reviens, je rentre en contact avec le Health. Ici, Power Up Icon Health est affiché. Donc ça fonctionne pour l'instant. Maintenant, on va peaufiner le tout pour s'assurer que le nom qui affiche, ce soit le nom qui est le paramètre dans le code UpgradeX. Parce que ici, Fire Big Green a un code UpgradeX et son ID name, c'est MegaBoost. Et on aimerait faire afficher le ID name et non pas le nom qui est plutôt le nom ici, Fire Big Green, on voudrait afficher MegaBoost. Pour ça, plutôt que de venir sélectionner le name, on va venir sélectionner le paramètre dans UpgradeX, donc getComponent UpgradeX, le paramètre qui s'appelle IDName. Et je sauvegarde. Et c'est là que c'est important que IDName soit public. Quand je vais dans UpgradeX, c'est important que ça ici, ça soit public, sinon, on ne sera pas capable d'accéder à ce paramètre à partir de la classe Collision Detection X. Je vais vous montrer, si par exemple j'efface public, je sauvegarde, par défaut, si je mets rien comme accès, ça va mettre la valeur privée. Et cette valeur privée, elle n'est plus accessible par Collision Detection X. C'est important, ici, de mettre ça public pour pouvoir accéder à IDName. Je sauvegarde. Quand je fais play maintenant,
la valeur qui va s'afficher dans la console au moment où je vais rentrer en collision avec l'objet, c'est son ID. ID name qui s'appelle MegaBoost. Et je peux entrer en contact avec HealthUpgrade et lui aussi affiche le ID name. Donc c'est vraiment juste ça qu'on a à faire pour créer des upgrades avec lesquels on va rentrer en collision. Maintenant, notre but c'est pas simplement d'afficher le nom de l'objet, du upgrade, mais ça serait de modifier des propriétés qui sont sur mon personnage. Donc dans Player Movement par exemple, je pourrais accéder à son speed et modifier la valeur de speed si je rentre en collision avec un certain upgrade. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que plutôt que d'avoir à écrire sur chacun des objets le nom, on pourrait se créer un tableau de valeurs qui s'appellerait ID Names et dans lequel on enregistrerait tous les noms de nos upgrades qui sont possibles. Donc, au lieu d'avoir juste Health Upgrade, on a dit qu'on avait également Mega Boost. On pourrait créer ici un Speed Upgrade et je pourrais appeler ici Jump Height Upgrade. J'aurais donc 1, 2, 3, 4 paramètres enregistrés, 4 noms différents. Ça sera enregistré dans un tableau, un array, comme on a vu dans la dernière vidéo. Ce qui fait que cet élément-là a l'indice 0, celui-là 1, lui 2 et lui 3. On peut également les écrire de cette façon. Et on pourrait rajouter en commentaire l'indice, ici ce serait l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3. Maintenant, il faut faire attention parce que ici, ID Names est avec un S, c'est un tableau. Et ici, je cherche à afficher ID Name qui n'existe plus. Donc, il y a plein de façons qu'on pourrait faire ça. Moi, comment j'ai décidé de le faire, c'est que je vais garder ID Name. Alors, j'ai créé une autre variable, public, type string, que j'ai appelé ID Name. Et au moment de démarrer le jeu, donc avec la méthode voidAwait, juste avant la méthode start, j'ai défini que ID Name allait être égal à ID Name et l'indice allait être ID Number. ID Number qui lui était un int, donc une valeur entière, publique. Pourquoi je fais ça? En fait, plutôt que de devoir écrire le nom de mes objets, de mes upgrades, tous les noms sont déjà écrits dans ce code que chaque objet partage. Donc, dans mon code ici, FireBigGreen a le code UpgradeX, PowerUp aussi, et tout ce que j'ai à faire, venir indiquer l'indice de l'élément correspondant. Donc ici, si je déploie mon tableau qui est déjà défini, je peux dire cet objet-là, qui est la croix qui pivote, mais c'est le Health Upgrade, qui est ici 0. Si je mets 0 comme valeur de ID Number, le ID Name prend Health Upgrade. Si je vais avec FireBigGreen maintenant, et que je mets la valeur, ça n'a pas été actualisé, mais si j'écris la valeur de 1, ça va donner MegaBoost. Si je mets la valeur de 3, ça va écrire Jump Height. Là, on ne le voit pas, ça ne le met pas à jour automatiquement. Si je fais Reset ici, la valeur ID Number est de 0, je rajoute le numéro 3, et au moment du Awake, donc dès que je vais faire Play, quand ça va démarrer, juste avant Start, on va avoir la valeur Jump Height qui va s'afficher ici. Et je l'ai fait de cette façon, parce que maintenant, quand je vais aller dans mon Collision Detection X, pour vérifier quel type d'upgrade j'ai ramassé, je vais utiliser une fonction switch. Donc disons que j'ai un upgrade de ramasser, il va être destroy, mais avant de le détruire, on va utiliser un switch case qui va regarder quel est le ID number. Donc je reprends tout ça ici. Je pourrais appeler ID number, qui est un nombre entier. On va faire le cas 1 pour commencer. Dans la situation où le ID number c'est 1, ça implique que je suis tombé sur MegaBoost. MegaBoost, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse? On aimerait qu'il modifie dans Player Movement, disons Jump, Height et le Speed. Donc dans Collision Detection, je pourrais faire en sorte d'accéder à partir de GameObject, donc l'objet en question sur lequel est attaché Collision Detection X, GameObject, on va aller GetComponent, le code Player Movement, et on va accéder, pour commencer, au paramètre Speed, qu'on va mettre égal à, ici, on va faire fois égal, comme ça on va prendre l'ancienne valeur qui était de speed et on va la multiplier par
1.2. On va également faire la même chose, mais pour le paramètre jump height, qu'on va multiplier par 1.2 également. Et on doit finir ça par un break. Pour passer après ça à la situation où est-ce qu'on aurait le case 2. Case 2, on serait avec un speed upgrade seulement. Donc avec un speed upgrade, j'aurais seulement ce paramètre-là qui serait modifié. Et ça va être des modifications qu'on pourrait faire permanentes. Si on veut les faire de façon temporaire, ben, il faudrait se régler un timer qui fait en sorte que cette valeur-là est multipliée par 1.2 pendant un certain temps. Donc là, il faudrait se créer une fonction qui serait appelée ici dans le case 1. Pour faire plus simple, j'ai simplement accédé aux valeurs speed et jump height. On va exagérer la valeur pour que ça soit vraiment évident. Donc disons que je prends le mega boost qui est sur mon terrain et je fais x 5.2. Je vais sauvegarder. On va aller dans le jeu. Alors ici, au lieu de l'appeler jump height, au lieu de le mettre comme étant un jump height, on va le mettre en tant que mega boost. Donc ID number, j'ai mis 1. Quand je vais faire play, remarquez bien la vitesse de mon personnage aussitôt que je vais sélectionner celui-ci. Donc, je vais le prendre. Et là, on voit que je vais beaucoup plus vite, je saute beaucoup plus haut. Mais ces changements sont permanents. Si je prends Health Upgrade, mais Health Upgrade qui fait une autre modification. On voit que c'est un petit peu exagéré. Ce Mega Boost me permet d'aller vraiment très vite. Je vais vous donner un petit truc pour simplifier le code. Au lieu d'avoir à écrire ça constamment, ce qu'on peut faire, à l'intérieur du private ici, onCollisionInt, on pourrait enregistrer ça dans un player movement. Donc, étant donné que j'utilise movement, ça ici, c'est de type player movement. Et on va l'appeler juste PM pour player movement. Je fais égal. Ce qui fait en sorte que maintenant, à chaque fois que je vais vouloir utiliser le component player movement de mon GameObject, j'ai juste à marquer PM. Donc là ici, PM, je vais chercher le speed. Pour l'autre en dessous, PM, le jump height. Ici. Et ça simplifie de beaucoup le code. Je pourrais faire la même chose, étant donné que je sais que je vais avoir besoin d'accéder à cet objet-là souvent. Je pourrais, à la place de l'écrire ici, je pourrais l'enregistrer dans une valeur de type upgradeX que je pourrais appeler objetX. Et on vérifie si cette valeur-là n'est pas nulle. Là, au lieu de faire ça ici, ID number, je vais juste... Et là, plutôt que d'écrire ça ici, je pourrais créer des fonctions. Ici, comme la fonction, on pourrait faire void, parce que la fonction ne va rien retourner comme valeur, elle va juste modifier quelque chose. Donc, je pourrais faire void megaboost function. Attention, il faut que ma fonction soit à l'intérieur de ma classe. Donc, à l'intérieur de cette accolade-là qui ferme ma classe CollisionDetectionX. Et PM ne peut pas être utilisé parce que, vous remarquez, elle est en bleu, cette variable. Elle a été créée pour fonctionner à l'intérieur de ces accolades-là seulement. Donc, à l'intérieur du onControlled Collider Hit. Alors, ce que je devrais faire, c'est venir prendre ça ici, soit CTRL-C, ou CTRL-X, mais si on veut pouvoir continuer à utiliser PM à l'intérieur, mais on va faire CTRL-C pour garder ça ici. Et je pourrais supprimer ça. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette fonction megaboost function. Et encore une fois, ça allège encore plus le code. Je pourrais faire la même chose avec speed. Donc, je pourrais créer une fonction qui s'appelle speed function, à l'intérieur duquel je me crée un objet. Et on va appeler ça speed function. Simplement. Et lui, on ne l'utilise plus. Maintenant, plutôt que de devoir toujours réutiliser ça ici en début de fonction, je pourrais la déclarer comme étant quelque chose de global. Donc, player movement PM, je vais le déclarer comme étant global. Mais ça ici, pour la définir, donc là, elle est déclarée. Je veux une variable, c'est player movement qui va s'appeler PM. Et cette variable-là, PM, va pouvoir être utilisée partout maintenant. Donc, j'aurais pas besoin d'en redéclarer une qui s'appelle PM ici dans la fonction megaboost function. Mais je vais devoir la définir. Et pour la définir, je vais utiliser la méthode encore void awake, dans laquelle je vais mettre PM égale
à la composante PlayerMovement de mon GameObject sur lequel est assigné CollisionDetectionX. Maintenant, ça donne la valeur à PM. J'ai pas besoin de réécrire PlayerMovement devant, qui est le type de la variable, qui est le nom de la classe en fait, parce que ça, je suis en train de la définir et non pas la déclarer. Plus bas, on va pouvoir supprimer ça ici. Et remarquez qu'au lieu de mettre le PM en bleu pour la distinguer d'une variable locale à une variable globale, la variable retourne de couleur blanche pour nous dire qu'on est en train d'utiliser cette variable-là et non pas une variable comme ici, qui est bleue, qui est une variable locale. Donc c'est considéré comme une variable étant globale, étant donné que je l'ai déclarée à l'extérieur de mes méthodes awake, onControllerColliderHit, MegaBoostFunction, SpeedFunction. Avec cette structure de programmation, le fait d'avoir créé des fonctions, ça va faciliter plus tard la modification de ces fonctions-là, parce qu'on va pouvoir les travailler loin de l'appel de ces différentes fonctions. Là, ce qu'il nous resterait à faire, c'est de créer nos autres cas. Donc, le case 1 est fait, case 2, mais on pourrait aller regarder pour le case 0 et le case 3, puis créer ces différents upgrades dans Unity. Donc, je répète que le fait d'avoir un ID number, ça facilite l'analyse de l'objet avec lequel on est rentré en collision. Parce qu'on peut aller avec case 1, case 2, plutôt que de vérifier if le nom de mon objet est health upgrade. Mais là, on ne vérifie pas le nom, on vérifie simplement un nombre entier grâce à un switch case.